Bien, maintenant nous allons voir les commandes et les processus. En commençant par les commandes. Qu'est-ce qu'une commande? Une commande peut être de deux natures. Soit ça peut être un binaire, c'est le résultat d'une compilation. Donc en AlgoProg, vous avez dû voir comment on compilait un programme en C, et on produit un binaire. Un binaire, c'est quelque chose qui est compréhensible directement par l'ordinateur, par le microprocesseur. Un script, c'est un petit peu différent, c'est une succession d'autres commandes. Une commande, finalement, c'est un programme. Mais un programme assez rudimentaire, puisque une commande fait généralement une action basique, une action très simple. Par exemple, copier un fichier, créer un répertoire, lister des fichiers, voilà, ce sont des actions vraiment basiques. Comment lance-t-on une commande ? Il y a plusieurs manières de lancer une commande, et on va voir quels sont les outils qu'on a pour interagir avec le système, pour pouvoir lui passer des commandes. Premièrement, on a la console. Historiquement, une console, alors je dis CT, parce qu'aujourd'hui, des consoles, on utilise de moins en moins, un clavier et un écran, voire même, sur certains vieux systèmes, une imprimante. Il n'y avait même pas d'écran, c'est-à-dire que tout ce qu'on tapait s'imprimait directement sur une imprimante qui était face au clavier, et qui était cet équipement clavier-écran était relié directement à un port, à un connecteur dans l'ordinateur central. Des ordinateurs qui souvent étaient dans des salles machines dédiées pour cet ordinateur. C'est un terminal quelque part qui est dédié à l'administration et qui est utilisable sans aucune connexion réseau. Il est branché directement dans l'ordinateur. Les consoles existent toujours sous Linux, elles sont accessibles sur votre ordinateur par la combinaison de contrôle, des touches CTRL, ALT et F5, F1 jusqu'à F6. Vous avez 6 consoles. Et la touche F7, CTRL plus ALT plus F7, vous donne accès à l'interface graphique à condition qu'elle soit lancée. Donc quand vous êtes passé sur une console, vous pouvez revenir à votre interface graphique en tapant sur CTRL ALT F7. Ensuite, on a le terminal. Donc, historiquement, un terminal, ça ressemblait à une console, mais c'était destiné plus aux utilisateurs. Donc, c'était un équipement passif. Passif, ça signifie qu'il n'y avait pas de système d'exploitation dessus, avec un clavier, un écran, et qui était aussi relié à l'ordinateur central, avec des fils électriques qui couraient dans le mur jusqu'à arriver jusqu'à l'ordinateur central, branché dans un connecteur, dans des connecteurs de l'ordinateur central. Donc, un équipement relativement proche d'une console, mais là où la console est dédiée à l'administration, le terminal est plus dédié aux utilisateurs. Aujourd'hui, consoles et terminaux sont généralement des logiciels et nécessitent un accès réseau. Le shell maintenant. Le shell est un logiciel qui tourne dans une console ou un terminal. Son rôle est relativement simple, simple à tel point que quand vous serez arrivé en deuxième année, un shell, vous êtes capable d'écrire un shell. Les étudiants de deuxième année sont pas au courant, qu'ils savent écrire un shell, mais je peux vous dire qu'ils ont tout ce qu'il faut à la fin de la deuxième année pour écrire un shell. Le shell, il fait quoi? Il commence par lire des ordres, donc des commandes, au clavier. Il demande à l'OS ensuite d'exécuter ces ordres, c'est-à-dire que quand vous tapez votre commande, vous faites entrer et le shell reçoit le entrée, donc il sait que c'est la fin de la frappe de votre commande, donc si vous demandez au shell exécute-moi cette commande, c'est pas le shell qui exécute la commande, c'est l'OS qui exécute la commande, mais c'est le shell qui passe le message, qui dit voilà, j'ai un utilisateur qui est devant son clavier, il m'a demandé ça, est-ce que tu peux exécuter ça pour lui? Les commandes peuvent produire éventuellement un résultat qui s'affiche, donc le shell va afficher le résultat, et à la fin de l'exécution de la commande, le shell va attendre la fin de l'exécution de la commande, et il va réafficher le prompt, donc c'est ce qui s'affiche donc sur votre shell, qu'on a déjà vu, qui vous permet de savoir à l'utilisateur que la commande a terminé de s'exécuter et que le shell est prêt à accepter une nouvelle commande.
Le shell apporte une aide à l'utilisateur pour sa saisie de commande. Sous quelle forme se présente cette aide? Déjà, la complétion des noms d'objets, c'est-à-dire que quand vous tapez une commande et que vous commencez à taper, par exemple, un chemin d'accès, vous, par exemple, vous faites un CP et votre nom de fichier, il s'appelle un nom de fichier long, .txt. Vous tapez, par exemple, un nom, et puis il faut taper le reste des caractères. Vous avez la possibilité d'appuyer sur tabulation, et il va compléter le nom, il va regarder quel fichier, quel objet, commence par ce que vous avez déjà saisi, les caractères que vous avez déjà saisis. Et il va compléter tout seul les caractères qui suivent en regardant dans le répertoire courant qu'est-ce qui s'y trouve qui correspond à ce que vous avez commencé à taper. S'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a qu'un seul fichier qui commence par ça, il vous l'affiche complètement. Si maintenant vous avez par exemple un fichier qui s'appelle monimage1.png et puis vous avez une autre image qui s'appelle monimage2.png. Vous tapez mon et vous faites tabulation, il va compléter image. Et il va s'arrêter là parce que il y a deux objets, il y a ambiguïté, il y a deux objets qui commencent par ce nom-là et qui diffèrent ensuite sur un caractère. Donc il s'arrête juste avant ce caractère. Donc mon image, il n'y a pas d'ambiguïté. Tous les fichiers dans le répertoire courant commencent par mon image, mais ensuite il y a soit un, soit deux. Donc il vous dit, il vous le dit pas à l'écran, mais le fait qu'il s'arrête vous permet de savoir, alors qu'il s'arrête, et en fait quand il a complété totalement le nom d'un objet, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il met un espace à la fin, pour être prêt à taper la suite. Donc vous savez qu'il y a eu un problème quand le curseur, il n'y a pas d'espace. Il reste collé à mon objet, mon image par exemple, et puis le curseur reste clignoté derrière le bout de mon image, il n'y a pas d'espace derrière. Donc là vous savez qu'il a buté sur un problème. Peut-être même qu'il va faire un bip. D'accord? Vous allez entendre que il manque quelque chose. À vous de compléter. Soit c'est mon image 1, soit c'est mon image 2. Donc vous mettez 1, et ensuite vous rappuyez sur Tab. Et là il va compléter, parce que maintenant il sait que c'est mon image 1.png, il n'y a que celui-là. Donc il va vous rajouter le .png. Si vous butez, s'il bute sur une ambiguïté de nom de fichier, mais que vous ne savez pas sur quoi il a buté. Donc vous faites mon image, il bute, le curseur reste clignoté à la fin de mon image sans mettre un espace, appuyez 2 fois sur la touche tabulation, et là ça va vous afficher la liste des possibilités sur cette base de mon image, qui commence par mon image, il va vous dire quels sont les objets qui peuvent convenir. Comme ça vous fait comme si vous aviez tapé un ls, mais l'avantage c'est que vous restez dans votre commande. C'est-à-dire que tout ce que vous avez tapé avant, ça reste, vous l'avez pas perdu. À vous de compléter, donc si vous faites tab, il va vous afficher mon image 1.png, mon image 2.png. Il vous l'affiche à l'écran, juste les noms des objets. Et il vous remet votre commande là où vous étiez arrivé en train de taper. Vous complétez, vous mettez 1 ou vous mettez 2, retabulation, et là il complète. Très utile cette complétion des noms, n'hésitez pas à en user et en abuser, ça vous permet en plus d'être sûr, parce que si vous tapez votre fichier de mémoire, le nom de votre fichier, et que vous vous trompez, vous faites entrer, hop, vous avez un message d'erreur. Non, le fichier n'existe pas. Bon, bah voilà, vous avez perdu du temps. Faut apprendre à utiliser tous les outils mis à notre disposition pour se simplifier la vie. Encore une fois, l'informaticien est un feignant intelligent qui fait ça, voilà, de la manière, d'une manière réfléchie. Mais on cherche toujours à s'économiser, c'est rien de perdre du temps à taper ces noms de fichiers si un outil peut le faire à notre place. Notre temps de cerveau sera très certainement bien utile à autre chose que aller trouver les noms des fichiers. Ensuite on a l'historique. L'historique c'est un historique, une liste de toutes les commandes qu'on a tapées dernièrement. L'historique a une certaine taille qui est paramétrable, ça doit être 500 ou 1000 dernières commandes qu'on a à taper. Donc ça veut dire que c'est pas forcément que des choses qui ont été faites là, dans la session en cours, ni aujourd'hui. Ça peut très bien être des commandes qu'on a tapées hier, avant-hier, voire même encore plus
plus loin dans le passé. Tout dépend de l'usage que vous avez de votre système. La commande, alors l'historique est utilisable directement dans le shell, tout simplement avec les touches les flèches haut et bas. Vous pouvez remonter dans l'historique, c'est-à-dire que si vous voulez retaper la même commande que ce que vous venez de taper, il suffit juste d'appuyer sur la flèche haut et vous rappelez la commande précédente. Si vous rappuyez sur la flèche haut, vous vous rappelez celle qui venait encore avant, etc., etc. Si vous êtes remonté trop haut, vous pouvez redescendre avec la flèche vers le bas. Évidemment, flèche vers le bas, dès le départ, ça n'aboutit à rien puisque vous êtes déjà en bas de l'historique. Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'historique. Historique s'affiche avec une commande qui s'appelle history. Donc vous tapez history et là vous allez avoir toute une liste de la plus ancienne à la plus récente commande que vous avez tapée. Vous avez la possibilité aussi de rechercher une ancienne commande. Si par exemple vous vous rappelez que vous aviez tapé une longue commande, parce que les commandes c'est pas toujours des cp fic1 espace fic2. Parfois vous avez des commandes qui dépassent la taille d'une ligne complète. Retaper la commande, ça peut être un peu lourd. Si par exemple vous avez une commande et que vous avez utilisée un petit peu auparavant, peut-être 1 heure auparavant, et puis vous voulez la relancer. Au moins vous voulez la rechercher. Eh bien vous pouvez taper sur CTRL-R, R comme Research, et vous allez rechercher, et vous allez taper quelques lettres qui correspondent à la commande. Alors pas forcément le nom de la commande, c'est quelques lettres qui apparaissent sur la ligne de commande. Peut-être que c'est le nom de la commande, mais peut-être que c'est une partie de la syntaxe de la commande, ou peut-être que c'est l'un des paramètres ou l'un des fichiers que vous avez passé en paramètres qui vont vous faire retrouver la commande. Peut-être que vous vous rappelez que vous aviez travaillé sur un fichier qui s'appelait étudiant, par exemple. Vous faites CTRL-R et vous tapez étu, et là il va vous afficher la première commande, en remontant dans le passé, la première commande où apparaît le mot étu, enfin les 3 lettres étu, ETU, sur toute la ligne de commande. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, parce que peut-être le fichier étu, vous avez fait 2-3 commandes sur ce fichier-là et que c'est pas la bonne commande qui vous ressort, eh bien vous pourrez refaire un CTRL-R. Alors vous avez CTRL-R étu, il vous affiche une commande, c'est pas la bonne, vous refaites un CTRL-R, juste un CTRL-R, et vous allez lui dire, retrouve-moi celle qui était encore avant, et encore celle qui était encore avant, et encore celle qui était encore avant. À chaque fois que vous allez faire CTRL-R, vous allez remonter dans l'historique et rechercher toujours ce même mot, ETU. Quand vous êtes sur la bonne ligne, 2 solutions, soit la ligne en question, c'est exactement ça que vous voulez lancer, vous faites entrer, il exécute la commande, et pour le coup, cette commande, même si elle était dans l'historique en haut, elle va être remise, une copie de cette commande-là va être remise dans l'historique comme la dernière commande, d'accord? C'est pas parce que vous êtes remonté dans l'historique pour utiliser une ancienne commande que cette ancienne commande, si vous la lancez maintenant, qu'elle reste une ancienne commande. Elle va aussi devenir une nouvelle commande récente. Donc première solution, vous faites entrer. Deuxième solution, avec les flèches, vous vous déplacez sur la ligne pour aller corriger éventuellement, parce que c'est la commande en question, c'est peut-être cette commande-là que vous voulez lancer, avec un petit truc différent. Peut-être que c'est le nom du fichier qui est plus le même. Donc, mais ça vous permet d'éviter d'avoir à ressaisir l'intégralité de la commande. Vous avez juste qu'à corriger le petit détail que vous voulez corriger. Donc ça, c'est le CTRL-R pratique pour remonter dans une vieille commande, plutôt que d'utiliser les flèches. Maintenant, si vous savez que votre commande, ça fait 2 minutes que vous l'avez tapée, utilisez les flèches, perdez pas trop de temps avec le CTRL-R. Et enfin, on a le point d'exclamation avec le début d'une commande. Ça permet de réexécuter la dernière commande qui commençait par ce que vous tapez. Donc si par exemple vous avez fait un ls et puis avec des fichiers derrière, vous voulez réexécuter cette même commande ls avec des fichiers derrière, vous faites point d'exclamation ls entrée et il va vous réexécuter la dernière commande ls. Attention, attention, attention. N'utilisez cette option-là, du point d'exclamation, que sur des commandes sans risque. Si vous voulez, vous avez fait un RM sur un fichier. Vous voulez refaire le même RM parce que vous avez recréé le fichier et puis que bon, ça vous convient pas, vous voulez encore le supprimer. Je vous déconseille de faire point d'exclamation RM. Il va exécuter le dernier RM.
Si votre dernier RM, vous pensiez que c'était le RM du fichier, mais que c'est un RM d'autre chose, eh ben il exécute l'autre commande. Hein. Voilà, c'est immédiat. Donc faites-le uniquement sur des commandes sans risque. Un ls, un cd pour changer de répertoire, voilà, mais un mkdir, non, je ferai pas, parce que ça va créer un répertoire. Il n'y a pas grand risque à créer un répertoire, parce qu'il ne créera le répertoire que s'il n'y a pas déjà quelque chose, s'il n'y a pas de dossier déjà existant portant ce nom-là. Donc le risque, il est assez maîtrisé, mais voilà, je jouerai pas avec ça. Et enfin, le shell apporte quoi comme aide à la saisie? Le développement des jokers et des variables, et ça sera vu plus tard. Le déroulé d'une commande. Une commande est un fichier sur disque, un binaire qui est compilé ou un texte pour un script. C'est ça la commande. Finalement, une commande, il faut se rappeler, c'est un fichier. Pour les scripts, on verra ça un peu plus tard. Et une commande, quand elle est lancée, quand elle est exécutée, ça devient un processus. C'est quelque chose qui vit dans votre ordinateur. Mais une commande en elle-même, c'est simplement un fichier. On va voir ce que sont les processus. Donc, une commande, un programme ou une application qui s'exécute en mémoire, ça devient un processus. Je vais prendre une analogie avec la cuisine. Finalement, une commande ou un programme, c'est juste une recette de cuisine. C'est quelque chose qui est statique. Une recette de cuisine, elle est écrite dans un livre de cuisine. Une commande, elle est écrite dans un fichier, c'est-à-dire que les actions que font la commande, la recette, ce sont les actions qui mènent à fabriquer un plat. Ce sont des actions, c'est une série d'étapes. Une commande, c'est pareil, ça décrit des actions dans un fichier, des actions pour réaliser quelque chose. Par exemple, l'action de créer un répertoire, ça se fait en un certain nombre d'étapes dans le système. Je vais pas les détailler ici, mais voilà, il y a différentes étapes. Donc, une commande, ça décrit ces différentes étapes, mais c'est statique, c'est juste une recette de cuisine informatique. Le processus, c'est l'action d'exécuter, de mettre en œuvre la recette. C'est-à-dire que quand vous avez un chef cuisinier qui prend sa recette, il se met derrière les fourneaux, c'est ça le processus. Il part de quelque chose qui décrit des étapes, et il les réalise, ces étapes, et il produit quelque chose, il produit une recette, il produit un gâteau, par exemple. C'est ça le processus. Donc la commande, elle décrit des actions informatiques, et le processus, c'est l'action de réaliser réellement ces actions qui sont décrites dans le programme pour faire ce que la recette est censée produire. Donc il y a une sorte de vie, tout comme le chef, on voit bien que la cuisine, ça vit, ça remue, ça bouge, il y a du bruit, ça frémit, ça chauffe, ça mixe. Le processus, c'est pareil, c'est ça qui vit dans votre ordinateur, dans la RAM et dans le CPU. Une commande peut être soit compilée, elle est issue du C, généralement, pas que, mais là, à l'UT, vous verrez des choses compilées en C. Donc une commande peut être compilée, on appelle ça un binaire, ou elle peut être interprétée, et on appelle ça plutôt un script, une succession d'autres commandes. Ces commandes, où sont-elles? Où se trouve le livre de cuisine de notre système? Nos commandes sont donc des fichiers et sont potentiellement dans différents répertoires. On a déjà le répertoire /bin, on l'a évoqué au CM précédent, bin ça veut dire binary, binaire en français, et généralement c'est là que se trouvent si elles sont binaires, ce sont des commandes qui sont le résultat de la compilation d'un programme, d'un fichier source. On peut y trouver des scripts, mais en principe c'est plutôt des binaires, des résultats de compilation. C'est pas très très grave de savoir si c'est un script ou pas, c'est juste pour votre culture personnelle.
On a aussi USR bin. Alors bin, c'est vraiment les commandes de base. USR bin, c'est une série d'autres commandes. On va dire dans /bin se trouvent toutes les commandes absolument cruciales. Elles sont indispensables au système. Dans USR bin, on trouve des commandes qui sont plus de l'ordre de l'utilitaire. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement dépanner un système en n'ayant que des commandes dans bin. USR bin, on est plus là dans des commandes de fonctionnement normal au quotidien quand tout se passe bien. C'est pas très grave, encore une fois, de savoir où sont placées les commandes, mais il faut savoir qu'effectivement elles sont au moins dans ces deux répertoires-là pour les commandes de base. Ensuite, on a USR local bin. Alors USR local bin, pour le coup, ce sont des commandes qui peuvent être fondamentales pour le fonctionnement d'une entreprise, peut-être, mais en tout cas, ce sont pas des commandes qui sont issues nativement d'une installation de base d'un Linux. USR local, le local signifie que ce sont des commandes qui sont spécifiques à l'installation locale, à l'installation de ce système-là en particulier. Donc peut-être qu'on va y trouver dans USR local bin le logiciel comptable de l'entreprise ou un logiciel de pilotage d'une machine-outil ou voilà. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très spécifiques à l'installation locale de ce système-là dans l'entreprise là où elle se trouve. Ensuite, on a SBin. Celui-là, c'est réservé à root. S, ça vient de statique. Je vais pas rentrer dans les détails pourquoi ça s'appelle statique, parce que ça fait référence aux librairies et tout ça, on n'a pas encore vu, et que vous verrez ça un petit peu plus tard. USR SBin, c'est la même chose, des commandes qui sont statiques. Et enfin, on a le /bin. Et le tilde, vous vous rappelez tous que c'est un raccourci pour nommer le répertoire, le home directory de l'utilisateur. Des utilisateurs. Mais attention, de chaque utilisateur a son home directory. Donc en fait, le répertoire bin qui se trouve dans le home directory, c'est un répertoire bin personnel. Chacun peut, alors il n'est pas forcément présent, mais on le trouve de temps en temps, certains utilisateurs créent un répertoire bin dans leur home directory, et ils y placent des commandes à eux, voilà, qu'ils utilisent au quotidien, mais qui leur sont propres, qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Il y a quelques rares commandes qui ne sont pas des fichiers sur disque, mais qui sont des commandes internes au shell. On a la commande cd, déjà, qui permet de changer de répertoire. C'est pas une commande du système, c'est une commande du shell. Il y a une raison à ça, mais au stade auquel on est, l'explication ne vous apporterait pas grand chose de plus. Arrivé en deuxième année, vous serez à même de comprendre pourquoi cette commande cd est une commande interne au shell et non pas une commande du système. Exit, pareil, c'est une commande du shell. Le logout, alors exit, logout, tout ça c'est un petit peu pareil. Et jobs, alors jobs c'est une commande que vous ne connaissez pas encore mais qu'on va voir bientôt, c'est aussi une commande interne du shell. Et certaines commandes, alors ça elles sont encore plus rares ces commandes-là, peuvent être à la fois des commandes du shell et des commandes, des vraies commandes, des commandes écrites dans des fichiers. Personnellement j'en connais qu'une seule, c'est echo, qui est à la fois une commande du shell et une autre qui s'appelle /bin echo, qui est une commande une vraie commande du système. Je n'en connais pas d'autres, peut-être qu'il en existe, mais elles sont hyper rares. En tout cas, pour savoir si on a affaire à une commande interne ou une commande sous forme de fichier, on peut utiliser la commande, c'est une autre commande, which, qui permet de nous dire où se trouve localisée la commande en question. Si je fais un which espace ls, eh bien ça va m'afficher /bin/ls. Ça veut dire que si je tape ls, c'est dans /bin qui va trouver la commande ls. Faites un essai, tapez which, alors vous pouvez taper which par exemple aussi, hein, c'est une commande, il vous dira où se trouve la commande which. Et si vous essayez de taper which cd, eh ben vous verrez que ça n'affichera rien du tout. Parce que cd n'est pas une commande. Alors si vous tapez which, blablabla, une commande qui n'existe pas, ça vous affichera aussi rien du tout. Ça va pas vous dire la commande n'existe pas. Ça n'affichera rien. Ce qui permet de déduire que c'est certainement pas une commande fichier. Et blablabla, c'est pas non plus une commande interne. Mais si vous êtes sûr que une commande est une commande,
tapez which, la commande, et si ça n'affiche rien, ça signifie que cette commande que vous savez être une commande, c'est une commande interne, c'est pas une commande fichier. Bien, les processus, on est dans le chapitre sur les processus, il y a une commande qui s'appelle PS, qui tire son nom de process status, et qui permet de lister les processus, tous les processus du système. Alors par défaut, si vous tapez juste PS, ça va vous afficher juste les processus, vos processus à vous. Et encore, les processus de votre session. C'est-à-dire que si vous avez ouvert plusieurs terminaux sur votre ordinateur, vous aurez juste les processus du terminal que vous avez ouvert. C'est pas qu'il n'est pas capable d'afficher les autres processus, mais par défaut, le comportement par défaut de PS, c'est juste d'afficher les processus de la session courante. PS- alors il y a plein d'options à PS. Je vous en donne deux écritures. Le PS-EDF qui est assez commun parce que pour nous français EDF ça cause un petit peu, ça n'a bien évidemment rien à voir avec EDF la société, mais c'est un moyen mnémotechnique pratique. Je m'imagine que aux États-Unis le -EDF ça doit être autre chose qu'ils utilisent, c'est peut-être FED autre chose. Nous on l'utilise dans ce sens-là. L'ordre des paramètres n'a aucun sens. -E, -D, -F ou -D, -E, -F, c'est la même chose. Donc -EDF, ça permet d'afficher une liste détaillée de tous les processus du système. Donc celui-là, il est assez commun, pour la raison que j'ai évoquée. Et moi j'en ai un autre, et après les utilisateurs ont leurs propres habitudes. Moi je vous donne juste la mienne, c'est le -axuf, vous voyez comment ça s'écrit, je le prononce un petit peu comme je peux, qui me permet d'afficher la liste hiérarchique des processus. On va voir pourquoi hiérarchique. Donc, si je reprends l'exemple du PS-EDF, mais on va le trouver sur d'autres syntaxes, avec d'autres options, on a un certain nombre de colonnes qui s'affichent, et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que chaque colonne signifie. On a d'abord le UID. User ID, c'est l'ID du user, de l'utilisateur, du propriétaire, du processus. C'est généralement, pas toujours, mais généralement, l'utilisateur qui a lancé la commande. Donc c'est le propriétaire, ça c'est toujours le UID, c'est le propriétaire du processus, et ce propriétaire est généralement l'utilisateur qui a lancé la commande. Ensuite on a le PID, on appelle ça comme ça, le PID, Process ID. Donc vous voyez, ID, je vous avais dit, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement en informatique, qui signifie identifiant. Donc le PID, c'est le Process ID, c'est l'identifiant du processus, qui est unique. Qui est unique dans votre système, bien évidemment. Et un programme qui s'exécute, un processus qui s'exécute, a un numéro de processus, un PID. Quand le processus s'arrête, le PID est libéré. C'est-à-dire que si je relance un nouveau processus avec la même commande, il va obtenir un autre PID. Les PID sont créés quand ils sont libérés. Ils sont pas réutilisés tout de suite. Il y a un cycle. Et quand on est arrivé au bout des numéros possibles, on repart à 0. Enfin, on repart à 1 plutôt. Et par contre, c'est unique. On peut pas avoir deux processus qui s'exécutent en même temps en mémoire, qui possèdent le même PID. Bien évidemment, si j'ai un processus 1000 aujourd'hui, j'éteins ma machine, je la redémarre, je reviens demain, le même processus, il aura un autre PID. C'est quelque chose qui est dynamique, qui est alloué par le système. Quand le processus est lancé, quand on lance une commande, ça crée un processus, et le système lui dit, toi, hop, t'auras tel numéro, là, pour le temps de ton exécution. On trouve aussi le PPID. PPID, donc PID, c'est Process ID, et le premier P, c'est pour parent. Donc c'est le PID, le Process ID, du processus parent. Alors, c'est quoi ce processus parent? On va voir un petit peu après, juste après cette diapo, on va voir cette notion de parent. Le S-time, c'est la date et l'heure du lancement. Le S, c'est pour start. Date et heure du lancement du processus. Quand est-ce que le processus a été lancé? Le time,
Alors on pourrait penser que c'est l'heure aussi, puisqu'on a le S-time avant, mais le time, c'est le temps d'exécution du processus. En temps d'exécution CPU. Alors, comment vous expliquer? C'est quelque chose que vous allez voir l'année prochaine. Mais il faut savoir, vous vous en rendez compte d'ailleurs quand vous exécutez un PS, qu'il y a plein de processus qui s'exécutent en même temps. Bien évidemment, c'est une illusion, puisqu'en fait le microprocesseur ne peut pas exécuter tous ses programmes en même temps. Mais il les exécute chacun leur tour, mais sur des petites périodes de temps très courtes. Donc en fait, c'est comme si vous étiez tous les étudiants réunis ensemble et que vous fassiez chacun une tâche, mais que vous ne puissiez pas travailler quand un autre est en train de travailler. C'est-à-dire qu'à un instant donné, il n'y en a qu'un seul qui est capable de travailler. S'il y en a un qui travaille pendant 5 minutes, tous les autres sont en pause. Bon, c'est bien, c'est cool, hein, mais bon, c'est pas idéal quand même. Une fois que le premier a terminé de travailler pendant 5 minutes, il s'arrête, il se met en pause, le deuxième commence à travailler, il travaille aussi 5 minutes, etc. Bon. Dans le système, c'est ça, à part que c'est pas 5 minutes. C'est une micro-fraction de seconde que chaque processus a le droit de travailler. Et tout ça mis en parallèle, on a une impression de travail en parallèle. Parce que, en une seconde, tout le monde aura eu l'occasion de travailler, alors évidemment, pas beaucoup, mais aura eu l'occasion de travailler plusieurs fois dans la seconde. Et tout ça, ça va mener tout le monde en parallèle, plus lentement, bien évidemment, que si il avait eu le processeur rien que pour lui, mais quand même suffisamment, parce que le processeur est quand même hyper rapide, quand même suffisamment rapidement pour que tout le monde avance progressivement en parallèle. Donc le temps d'exécution qui est là, c'est le temps CPU. C'est-à-dire que si un programme s'exécute depuis 1 heure, par exemple, finalement, en temps CPU, il n'aura pas eu 1 heure, il aurait eu peut-être quelques dizaines de secondes. Voilà. Parce qu'aussi, les processus, il y a des processus qui font rien la majeure partie de leur temps, qui sont en attente. Voilà. Par exemple, le processus shell, je rappelle comment il fonctionne le shell, il attend qu'on tape quelque chose au clavier. Eh bien, pendant qu'il attend qu'on tape au clavier, parce que finalement, lui, le temps de frappe au clavier, même si on tape rapidement, on n'est pas aussi rapide que l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a plein de pauses entre le temps où j'appuie sur une touche, je lève mon doigt pour appuyer sur une autre touche. Ben, tout ce temps-là, c'est un temps où, finalement, il n'y a rien à faire. Il attend qu'on frappe sur une autre touche. Donc le shell passe le plus clair de son temps à attendre que l'utilisateur tape des choses au clavier. Et pendant qu'il attend, eh bien il ne fait rien. Et donc il consomme pas de temps CPU. Donc le temps qui s'affiche là peut paraître bizarre quand vous avez lancé, je sais pas, Firefox. Vous lancez Firefox, ça fait 1 heure qu'il a lancé Firefox. Vous regardez quel est le temps qu'il a consommé. Vous vous rendez compte qu'il a consommé 2 minutes depuis 1 heure, alors qu'il est lancé depuis 1 heure. Ben c'est normal. Parce qu'il a vraiment sollicité le CPU, le microprocesseur, que pendant 2 minutes pour afficher une image, pour récupérer quelque chose sur Internet, et la plupart du temps, il fait quoi? Bah, il fait rien. Il attend que vous cliquiez sur un lien, et puis il se passe des temps gigantesques à l'échelle de l'ordinateur, des temps gigantesques entre le temps qu'il lui faut pour afficher une page et le temps que l'utilisateur lise et clique sur un lien. Donc ce temps-là n'est pas comptabilisé. C'est ce qui permet aussi à l'ordinateur d'aller vite, de donner cette sensation que tous les processus s'exécutent très rapidement. Parce que il y a plein de processus qui, même s'ils sont en cours d'exécution, eh ben ils sont dans un état où ils ne font rien, ils attendent une action, ils attendent qu'on les sollicite par une action au clavier, par un mouvement de la souris ou ce genre de choses. Et enfin, le dernier champ, c'est le champ commande, CMD. C'est la commande et toutes les options, les paramètres que vous avez passés sur la commande. En gros, c'est tout ce que vous avez tapé. Voilà. Ça affiche dans ce champ commande. On a vu que les objets, fichiers et dossiers ont tous un objet parent. Il y a une arborescence. Pour les processus, c'est la même chose. Il y a une arborescence, une structure arborescente. Un processus a donc son PID, et on a vu qu'il avait aussi un PPID, le PID du processus parent. Pourquoi? Parce que un processus a toujours
un processus par an. Tous les processus ont des processus par an. Ou presque. À ce stade, on va considérer tous les processus ont un processus par an. Mais quel est ce processus par an? Eh bien, le processus par an, c'est généralement le processus qui a lancé la commande, c'est-à-dire le shell. Donc, vous avez un terminal dans lequel fonctionne un shell, qui est un processus aussi, c'est un programme qui s'exécute, c'est un processus. Et il est en train d'attendre que vous tapiez des choses au clavier. Vous tapez, vous faites entrer, vous lui dites « créer un répertoire ». Ça va créer un nouveau processus mkdir, voilà, pour créer un répertoire. Alors c'est un processus qui va s'exécuter très rapidement, parce que c'est l'action de créer un répertoire, voilà, c'est une fraction de seconde, mais ça crée quand même un processus. Et ce processus, son processus par an, c'est le shell qui l'a lancé, donc le shell est le processus par an de cette commande. Cette structure arborescente a quand même une racine. Dans le file system, on a le / le root, qui est la racine. Pour nos processus, on a aussi donc cette structure arborescente d'avoir un processus qui découle d'un père, qui lui-même découle d'un père, qui est donc le grand-père du processus, etc., etc. Et il y a bien une racine aussi, tout comme on a la racine, le root, pour le file system. La racine des processus, c'est un processus aussi qui s'appelle init. Et c'est de ce processus init que sont découlés tous les autres processus. Le processus init, c'est le premier processus qui est lancé sur la machine. Et son PID, c'est toujours 1. Son rôle est capital. S'il n'y a plus de processus init, alors je dis juste init, il est possible que sur certains systèmes, ce processus init ait un autre nom, qui s'appelle systemd. C'est la même chose, le fonctionnement est exactement le même, c'est le processus qui est à l'origine de tout. Donc son rôle capital, c'est que de lui découlent tous les autres processus, en arborescence, mais si jamais, qu'est-ce qui se passe si un processus s'exécute et que il perd son parent, parce que le processus parent peut très bien disparaître avant le processus enfant. Eh bien, sous certaines conditions, comme un processus doit toujours avoir un processus parent, on se retrouve dans une situation où on a un ou des processus qui n'ont plus de processus parent. Alors on pourrait très bien dire, s'il n'y a plus de parents, ça va être les grands-parents qui vont hériter. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on va pas rentrer dans les détails, si vous ferez ça en deuxième année. Mais, en gros, pour éviter qu'il y ait des processus orphelins, même s'ils sont orphelins quelque part, mais pour éviter qu'ils ne soient rattachés à qu'il n'ait aucun parent, eh bien, le processus init va hériter du processus qui vient de perdre son parent. Je dis pas ce qui se passe ensuite dans la mécanique il se passe des choses quand ça arrive, on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est d'un niveau qui pour l'instant n'est pas le vôtre. Il existe un autre moyen, un autre quelque part, parce que je vous en ai déjà donné un avec le ps-edf et axuf, non pas l'EDF, le -axuf, -axuwf, pour afficher la structure arborescente des processus. Il y a une autre commande qui s'appelle pstree, avec l'option -ph, PSH, après les options c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme option, vous faites un petit man de pstree, puis vous regardez ce qu'il y a dedans, vous regardez à quoi correspond le P, le S et le H, et puis vous saurez ce que fait le -psh, mais voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça, ou vous pouvez utiliser d'autres options, à vous de regarder. En tout cas, pstree-psh, ça affiche la liste des processus sous une forme hiérarchique. pstree affiche sous une forme hiérarchique. Linux est un OS multitâche, et c'est là qu'on voit qu'il y a de nombreux processus qui sont exécutés en parallèle en même temps. Question qu'on peut se poser, est-ce que le kernel, le noyau, est un processus? Le noyau est du code, est un logiciel, mais c'est pas un processus. Le noyau, le kernel, n'a pas de PID. Il n'apparaît pas dans la liste PS. Quand on fait un PS, on ne voit pas le kernel s'exécuter. C'est un programme, c'est
un logiciel qui s'exécute, mais ce n'est pas un processus. Pour manipuler les processus, on a vu donc la commande PS qui permet pas de manipuler mais qui permet de lister les processus. On a noté que quand on fait un PS, on a le PID qui s'affiche. Il faut bien le noter, ce PID là. Enfin, quand vous avez besoin de manipuler des processus, vous faites un petit PS avant pour repérer votre processus et pour repérer notamment son PID. Et un utilisateur peut manipuler les processus, mais uniquement les processus qui lui appartiennent. Il peut pas manipuler les processus des autres. Question de sécurité. On va voir ce qu'on peut faire comme manipulation de processus, et on va vite se rendre compte que, heureusement qu'un utilisateur lambda peut pas manipuler n'importe quel processus. Il peut manipuler ses processus à lui. Sauf root. Root, le dieu du système, peut manipuler tous les processus. Pour manipuler un processus, on a une commande qui s'appelle kill. Et là, si je vous demande que fait kill, vous allez me dire ça tue un processus. Je peux pas vous reprocher d'avoir cette réaction-là, même si c'est pas vrai. Encore une blague de barbu. Alors très certainement, ce qui s'est passé, c'est que la commande kill, la fonction première de la commande kill, était effectivement de tuer un processus. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, kill permet d'envoyer un signal à un processus. Et très certainement, le premier signal qui a été mis en place, c'était un signal mettant fin au processus. D'où le nom de kill pour cette commande. Les signaux, on verra ça en deuxième année. Il faut juste savoir qu'il y a un signal qui s'appelle kill, KI2L en majuscule, et qui porte un numéro, c'est le numéro 9. Tous les signaux ont un nom et un numéro. Et donc ce signal kill le signal kill, il tue le processus. Et quand on envoie un kill, on donne l'ordre à l'OS d'arrêter le processus. La syntaxe est la suivante, kill soit le mnémonique, donc kill majuscule, soit le numéro 9. Essayez plutôt d'utiliser le mnémonique. Je sais qu'ensuite, avec l'habitude, c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. On dit comme ça, il faut mettre les mains ici sur le volant, puis une fois qu'après on a le permis, on conduit d'une main, on conduit avec le genou, et on ferme les yeux. Non, pas... Mais le genou, oui. Ça arrive parfois qu'on fasse un peu des choses qu'il faut pas faire. Là, c'est un peu pareil. Je vous dis de pas le faire, mais je sais très bien qu'ensuite vous allez vous sentir à l'aise et puis que vous allez utiliser non plus les mnémoniques, mais vous allez utiliser les numéros. Je peux pas vous le reprocher, quasiment tout le monde le fait. Mais si je peux vous donner quand même un conseil, n'utilisez pas les numéros, utilisez plutôt les mnémoniques qui sont beaucoup plus parlants et qui évitent des erreurs. Attention, ça peut être catastrophique, surtout si on est root. Alors vous serez pas root, mais peut-être qu'un jour quand même vous serez root sur un système. Très certainement vous serez root sur un système, ça arrivera, au moins sur votre système quand vous serez en entreprise, très certainement vous serez administrateur de votre système, c'est quelque chose qui est assez commun. Si vous êtes root, que vous vous trompez de commande, et voilà, si le processus ne vous appartient pas et que vous le tuez, il n'y a plus de processus, c'est fini. Et un exemple, si vous voulez vous amuser sur une machine sur laquelle vous êtes administrateur, mais même à la limite sur votre propre machine ça doit fonctionner, vous faites un kill-kill -1, et ça tue tous vos processus. Si on était root, ça tuerait tous les processus. Mais là, ça tue tous vos processus, et donc vous vous retrouvez instantanément déconnecté. Alors j'ai parlé tout à l'heure que kill ne tue pas, enfin ça porte un mauvais nom parce que ça ne tue pas forcément un processus. Je suis pas rentré en détail, je vais pas non plus rentrer en détail parce que c'est des choses qui vont être vues l'année prochaine, mais il faut savoir que ça ne tue pas, ça envoie un signal. Et il se trouve que le signal 9 est un signal qui tue. Mais il existe d'autres signaux qui sont pas du tout prévus pour arrêter les processus. La majeure partie des signaux qu'on peut envoyer, l'action par défaut, c'est de tuer le processus. Mais il y a quelques signaux dont c'est pas l'action par défaut. Encore une fois, deuxième année, on aura l'occasion de voir tout ça en détail, et vous allez voir, il y a de quoi s'amuser. Donc la commande kill all permet d'envoyer un signal, c'est comme kill, mais au lieu qu'on lui passe un PID, on lui passe le nom d'un processus, et il envoie le signal en question
sur tous les processus qui portent ce nom. Alors attention, ça peut être dangereux quand même, hein. Surtout si vous êtes root. Si vous faites un kill-all bash, et ben tous les shells que vous avez d'ouvert sur votre environnement, paf, ils sont supprimés. Enfin supprimés, ils sont tués. On va parler maintenant d'asynchronisme. Qu'est-ce que l'asynchronisme? L'asynchronisme, c'est le caractère de ce qui se déroule pas à la même vitesse. C'est-à-dire, il y a deux choses qui se déroulent, mais chacune de ces choses vit sa vie en parallèle de l'autre à son propre rythme. L'asynchronisme d'un étudiant en vacances, hein, voilà, on voit bien qu'entre ses parents qui travaillent et l'étudiant qui fait semblant de travailler en vacances, on voit bien que c'est pas le même rythme, hein, d'accord? Donc voilà, c'est ça l'asynchronisme, hein. On vit sa vie en parallèle, mais chacun a son rythme. C'est quelque chose qui est commun sur les OS modernes. Sur les OS modernes, on a tout un tas de processus qui vivent leur vie, qui s'exécutent parallèlement les uns des autres, chacun à son rythme. Par exemple, vous pouvez télécharger un fichier depuis un site web, ça vous bloque pas pendant que vous êtes en train de regarder un film sur un autre site web, ou même que vous êtes en train de jouer, ou de récupérer des mails, ou de faire toute autre chose, de compiler un programme par exemple. C'est ça l'asynchronisme des processus. Le fonctionnement de l'un n'impacte pas le fonctionnement de l'autre. Globalement, quand on a un processus qui s'exécute, bon, ça ralentit un petit peu le système, c'est normal, puisque le système, il faut bien qu'il tourne, qu'il fasse tourner notre processus. Donc si on lance des compilations et qu'on lance 50 compilations en parallèle, forcément, le système, il va tendance à être un peu sur les genoux. Mais tout ça s'exécute en parallèle. Concernant le lancement d'une commande par le shell, quand on lance la commande directement, on est en mode synchrone, c'est-à-dire que le shell est bloqué jusqu'à la fin de la commande. L'utilisateur attend que la commande se soit exécutée, et il récupère la main et il peut taper une autre commande. On dit ça parce que l'exécution se fait dans un mode qu'on appelle en avant-plan. D'accord? Donc en avant-plan, il est devant nous, et derrière, il peut rien se passer parce que tout se passe devant. Par contre, on peut arrêter un processus qui fonctionne en avant-plan en utilisant la combinaison CTRL-C. D'accord? Donc on appuie sur CTRL-C, et ça interrompt, en principe, ça interrompt le processus qui s'exécute en avant-plan. Ça, c'est en mode synchrone. En mode asynchrone, l'accès au shell n'est pas du tout bloqué. On exécute la commande. On va voir comment on l'exécute en asynchrone. On l'exécute, et le shell nous rend immédiatement la main, comme si la commande était terminée. Mais elle continue à s'exécuter de son côté. Et dans un mode qu'on appelle en arrière-plan. Donc on l'a exécutée, donc elle est backstage, d'accord, elle s'exécute dans les coulisses, et en avant-plan, j'ai toujours mon shell qui est prêt à recevoir mes commandes. Je lance une commande en arrière-plan, hop, elle se met aussi à s'exécuter parallèlement à la première, et en avant-plan, je récupère toujours la main sur mon shell. Quand on a une commande qui s'exécute en arrière-plan, pardon, on peut pas utiliser CTRL-C, parce que le CTRL-C agit sur ce qui se trouve en avant-plan. Comme on a lancé une commande en arrière-plan, le CTRL-C n'a aucune action sur cette commande qui est en arrière-plan. D'ailleurs, heureusement, parce qu'en fait, on peut avoir plein de commandes, on n'a qu'une seule commande en avant-plan, parce qu'elle monopolise le clavier. Mais en arrière-plan, on peut en avoir plusieurs. Donc si on faisait CTRL-C, laquelle? C'est pour la première, la deuxième, la troisième? On sait pas. Donc il n'y a pas d'action de CTRL-C, n'interrompt rien de ce qui est en arrière-plan, uniquement ce qui se trouve en avant-plan. Alors vous pourriez me dire, mais le shell est un processus, donc il s'exécute en avant-plan, puisque c'est lui qui me permet de taper des commandes. Et si je fais CTRL-C, ça va mettre un terme au shell. Oui, mais non. Parce qu'en fait, on va le voir, il y a possibilité pour une commande, telle que le shell, de dire, moi je refuse que CTRL-C ait une action sur moi. Alors le souci de cet avant-plan à arrière-plan, c'est qu'il n'y a qu'un seul clavier. D'accord? Donc l'accès au clavier est donné à un seul processus, c'est le processus qui est en avant-plan, c'est-à-dire c'est le shell. Par contre pour l'écran, c'est différent. L'écran il est partagé. C'est un peu comme un tableau blanc, tout le monde peut écrire sur l'écran en parallèle.
si tout le monde commence à écrire, ça va un petit peu se mélanger les affichages, mais c'est pas très grave. On peut quand même se débrouiller, avoir tout le monde qui écrit sur le tableau blanc, et ça va se mélanger, mais ça va être quand même lisible. Le clavier, lui, par contre, il est dédié à un processus, le processus d'avant-plan. S'il était partagé, imaginez qu'on tape quelque chose au clavier, bah il y a certains caractères qui partiraient sur un processus, d'autres sur un autre processus, ou alors tous les caractères partiraient sur tous les processus. Mais on veut pas forcément taper la même chose dans chaque processus. Donc s'il n'y a pas de cohérence, c'est pour ça que le clavier n'a pas été rendu accessible à tous les processus d'arrière-plan, parce que il y avait aucun moyen de faire fonctionner ça de manière utile. Voilà. Alors que sur l'écran, on arrive à comprendre qu'on puisse quand même accepter d'avoir des affichages entremêlés sur un même écran. Pour lancer une commande en arrière-plan, il suffit d'ajouter le « et » à la fin de la ligne. Alors vous mettez espace et vous mettez un « et » derrière. Le shell, quand il lance une commande en arrière-plan, quand il voit un « et », il lance par exemple Firefox avec un « et », il va lancer Firefox et il va le lancer en arrière-plan et il va nous redonner la main immédiatement pour qu'on puisse taper autre chose. Et quand il aura rendu la main, il va en plus nous afficher le PID du processus qu'il vient de créer. Voilà, on va voir pourquoi c'est utile un petit peu plus tard. Lancer en arrière-plan, ça sert à quoi? Eh bien, si on a des processus qui vont mettre du temps à s'exécuter, lancer en arrière-plan, je prends l'exemple du Firefox. Firefox, donc le navigateur internet, c'est clair que on va le lancer, on va pas l'utiliser pendant 10 secondes. Donc, si on lance Firefox et que ça nous monopolise notre terminal, bon bah on est obligé d'ouvrir un autre terminal pour continuer à travailler. Si on a besoin de Firefox pour aller lire de la doc par exemple, pas le man, hein, attention. Et qu'on a besoin d'un autre terminal, à ce moment-là, on va être obligé, si on l'a pas lancé en arrière-plan, d'ouvrir un second terminal. Donc de le lancer en arrière-plan, ça peut être pratique, on n'a qu'un seul terminal, on le lance en arrière-plan, on récupère la main, on a le Firefox qui s'exécute derrière, on va pouvoir aller rechercher des trucs dedans, naviguer, etc. Et on a conservé notre terminal prêt à taper des commandes. Ça, c'est sur un processus long. Le Firefox, il va s'exécuter pendant des minutes, des dizaines de minutes, voire des heures. Sur des processus courts, par exemple, vous tapez PS, ça vous affiche la liste des processus. Mais ça prend une fraction de seconde de faire PS. Ça n'a aucun intérêt de faire un PS et le temps que notre esprit embrumé reprenne la main sur le clavier, c'est fini. PS, il a terminé de s'exécuter. Donc on l'a lancé en arrière-plan, mais on pouvait le laisser en avant-plan de toute manière. Le temps qu'on réagisse, ça y est, il avait terminé. Donc ça nous a rien apporté de plus de le lancer en arrière-plan. Et il y a certains programmes qui interagissent très fortement avec le clavier, enfin par le clavier, avec l'utilisateur, comme les éditeurs de texte, en mode texte. VI par exemple. VI, quand on le lance, eh bien, on interagit avec lui, avec le clavier. Quand un processus en arrière-plan tente de lire des choses au clavier, il est automatiquement mis en pause par l'OS. Parce que le clavier n'appartient pas, n'est pas attaché au processus d'arrière-plan. Donc, si je lance un VI en mettant un « et », comme VI, le premier truc quasiment qu'il va faire, enfin presque le premier truc, c'est de lire au clavier, bah oui, lire au clavier, parce que c'est un éditeur de texte, hop, il est mis en pause. Il arrête de s'exécuter. Alors il arrête, il est pas tué, il est juste mis en pause. Il fait plus rien. Et il ressortira de son sommeil forcé quand il va repasser en avant-plan. Donc finalement, VI, c'est un processus qu'on peut mettre en arrière-plan si on veut, mais qui cesse de fonctionner, qui cesse d'avoir une activité, tant qu'il est en arrière-plan. Il faut obligatoirement qu'il soit en avant-plan pour qu'il puisse fonctionner. Les programmes qui s'exécutent avec une interface graphique, qu'on appelle UI ou GUI en anglais, Graphical User Interface, tels que GNOME ou KDE pour Linux, tournent sans souci en arrière-plan. Ils ont un autre mode de fonctionnement, tout l'environnement graphique, toutes les fenêtres et toutes les applications qui s'exécutent, qui sont graphiques, sont autant de processus qui fonctionnent de manière asynchrone. Tous ces processus donc fonctionnent en arrière-plan, et quand on clique sur une fenêtre pour la ramener en avant-plan, ça permet
d'obtenir l'accès au clavier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas taper au clavier dans un champ, par exemple, de formulaire, dans un outil graphique, enfin une application graphique, si la fenêtre n'est pas en avant-plan. C'est la fenêtre qui est en avant-plan qui possède ce qu'on appelle le focus, l'accès au clavier. Les jobs, ce sont les programmes qui sont lancés en arrière-plan. Donc quand on lance une commande en arrière-plan avec un « et », ça crée un job. Ça crée un... Enfin, quand on lance une commande, ça crée un job. Mais les commandes qui sont mises en arrière-plan, on peut lister toutes ces commandes grâce à la commande jobs en minuscule, qui est une commande du shell. Hein, je l'avais dit, c'est pas une commande du système. Si vous faites un which de jobs, en principe, ça n'affiche rien du tout. C'est une commande du shell. Et elle affiche la liste des processus que le shell a lancé, et uniquement cela. C'est-à-dire que si vous avez deux fenêtres, deux terminaux ouverts, chacun dans une fenêtre, en mode graphique, et que vous lancez jobs dans l'une et jobs dans l'autre, vous ne verrez pas la même chose. Les jobs sont numérotés de 1 jusqu'à n. Ces numéros n'ont absolument rien à voir avec les PID, les process ID des processus. Ne venez pas les confondre. Et on peut interagir, et notamment arrêter un processus grâce à son numéro de job avec un kill. En faisant un kill, le signal, alors là je vous ai montré un tiret kill précédemment, là je vous montre un tiret terme, c'est un deuxième signal qui fait à peu près la même chose que kill, qui arrête le processus. Donc tiret kill ou tiret terme. En tiret kill on en est sûr, ça arrête le processus. Tiret terme, ça peut ne pas l'arrêter, c'est-à-dire le processus peut refuser de s'arrêter. Le tiret kill, le processus n'a même pas l'occasion de refuser, il est tué d'office. Donc kill ou tiret terme, %, ne pas oublier le %, le numéro du job, donc de 1 jusqu'à n. Il faut avoir fait une commande, taper la commande jobs avant, pour avoir le numéro du job bien évidemment. Quand un processus s'exécute en avant-plan, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le « et » à l'arrière, on a quand même la possibilité de l'envoyer en arrière-plan. Et on l'envoie en arrière-plan en appuyant sur la combinaison CTRL-Z. CTRL-Z va le passer en arrière-plan, mais va le mettre en pause. C'est-à-dire qu'il va pas continuer à s'exécuter, il va être en pause, il ne consommera plus de temps CPU, il n'est pas arrêté, enfin il n'est pas arrêté, il n'est pas mort, mais on lui donne plus de moments, de tranches de temps pour s'exécuter. La commande BG, qui veut pas dire beau gosse, hein, mais background, c'est-à-dire arrière-plan en anglais, permet d'envoyer le processus qu'on vient d'envoyer en arrière-plan, enfin sur lequel on vient de faire un CTRL-Z, qui est envoyé en arrière-plan mais en pause, permet de le réveiller et de le laisser en arrière-plan, mais de lui redonner vie. Donc il va s'exécuter en arrière-plan. Donc au final, si on fait un CTRL-Z suivi d'un BG, ça revient à faire la même chose que si on avait lancé la commande avec un « et ». La commande avec un « et », elle fait exactement la même chose. Mais si on a lancé une commande, qu'on est en train de l'utiliser, enfin qu'elle s'exécute depuis, je sais pas, quelques minutes, et puis alors on est coincé, on aimerait bien reprendre la main sur notre terminal, tout en laissant la commande s'exécuter, se terminer. On sait pas combien de temps elle va prendre. Eh bien, on va pas l'arrêter et relancer la commande en arrière-plan, on aura perdu 2-3 minutes de temps de traitement. Donc on peut faire CTRL-Z, ça l'amène en arrière-plan en pause, et on fait BG, et ça la laisse en arrière-plan, et ça lui redonne vie en arrière-plan. À l'inverse, la commande FG, comme foreground, avant-plan, permet de faire revenir une commande qui est en arrière-plan, la faire revenir en avant-plan. Alors c'est le dernier job qui a été utilisé, qui est ramené en avant-plan. Donc, si vous faites un CTRL-Z sur une commande qui s'exécute en arrière-plan, en avant-plan, ça l'amène en arrière-plan. Si vous faites FG, ça la ramène en avant-plan. Ça veut dire que la commande se retrouve à nouveau rattachée au clavier. Donc, on peut utiliser un CTRL-C sur cette commande, alors que si elle était en arrière-plan, on ne pourrait pas. Donc, ça permet de récupérer la main sur un terminal pour faire quelques actions, par exemple, et de remettre la commande qu'on avait envoyée du coup en arrière-plan, de la ramener en avant-plan pour pouvoir interagir avec elle, et notamment faire le CTRL-C si on a envie de l'interrompre. Autrement, on peut pas l'interrompre, sauf en faisant un kill dessus.
On peut utiliser FG et BG sur des jobs autres que le dernier job qu'on a utilisé. Par défaut, c'est-à-dire que si on a plusieurs jobs, FG et BG interagissent sur le dernier job qu'on a envoyé en tâche de fond. Si on met un numéro derrière la commande BG ou FG, ça permet d'agir, faire un BG ou faire un FG, sur le numéro de job dont on a mis le numéro. Encore une fois, c'est pas le PID. Il faut faire jobs pour avoir la liste des jobs, pour voir sur quel job, sur quel processus vous voulez agir. Certaines commandes, je l'ai dit, je le redis ici, vont refuser le CTRL Z et le CTRL C. Ils ont la possibilité de le faire. D'accord? Le CTRL Z et CTRL C, on peut, vous verrez ça l'année prochaine, programmer des commandes. Alors il faut que ça soit prévu par le créateur de la commande, bien évidemment. Mais on a la possibilité de dire, moi je veux pas m'arrêter sur CTRL C et je veux pas être mis en arrière-plan avec un CTRL Z. C'est une possibilité. Ça peut avoir ses raisons. Si on prend l'exemple de VI, alors j'ai mis qu'il ne réagissait à aucune de ces deux commandes, CTRL Z et CTRL C. CTRL C c'est sûr. CTRL Z, faudrait que je vérifie. Je suis plus 100% sûr, mais faut le vérifier. Que le CTRL Z, il n'accepte pas le CTRL Z. Bien, on va jouer un petit peu maintenant. Alors tout comme au CM précédent, je vous ai dit que je vous donnais pas la solution. Là, les solutions sont intégrées dans la vidéo, dans les différentes diapos. Donc, je peux pas vous laisser. Enfin, je peux pas vous laisser. Je vais vous laisser réfléchir en fait aux réponses. Tout simplement en mettant une petite pause. Alors je vais pas intégrer la pause dans la vidéo parce que sinon ça va rallonger la vidéo. Pour ceux qui veulent pas jouer le jeu, eh bien vous allez perdre du temps. Donc ce que je vous suggère, c'est de mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Je vais laisser 2 secondes à peu près entre la présentation de la question et la réponse, 2-3 secondes. Donc ça va vous permettre de mettre en pause, de réfléchir, de vous donner la réponse, de vous dire je pense que c'est ça. Vous rejouez vous remettez en route et vous regardez si effectivement c'est bien ce que vous pensiez. Jouez le jeu, essayez de jouer le jeu, hein, c'est comme ça qu'on progresse. Bien, voici donc une présentation. Alors, on a sur la partie gauche 2 lignes, enfin les en-têtes de 2 lignes, avant-plan, donc un seul processus peut être en avant-plan, donc un processus en avant-plan, et en arrière-plan, il peut y avoir plusieurs processus en arrière-plan. Et je vais vous poser des questions, et vous allez, dans votre tête, ou sur un papier, mettre des flèches pour dire quand on fait telle action, voilà où ça amène mon processus. Voilà. Si je fais telle action, est-ce qu'il passe de l'arrière-plan en avant-plan, est-ce qu'il passe de l'arrière-plan en stoppé, la tête de mort c'est le processus est tué. Bien, on commence. Alors, en supposant que j'ai un processus en avant-plan, une commande, si je lance une commande, on imagine que la commande c'est CMD et que je fais entrer. Elle aboutit où cette commande? Dans laquelle des 4 cases de couleur, ou même la 5e qui est mort du processus. Voilà, je mets en pause, on fait quelques secondes de pause et je vous reprends. Bien évidemment, quand on lance une commande, on arrive en avant-plan, elle est active, cette commande, quand on tape commande, elle est active et elle est active en avant-plan. Sur cette commande en avant-plan, si j'appuie sur CTRL-C, qu'est-ce que ça fait à cette commande? Elle aboutit où, cette commande? Pause. Eh bien, cette commande, effectivement, elle s'arrête. Elle s'arrête, on a fait, sur une commande en avant-plan, on a fait un CTRL-C, ça met un terme à la commande. Maintenant, si, au lieu de faire un CTRL-C, je fais un CTRL-Z, qu'est-ce qui lui arrive à cette commande? Cette commande en avant-plan, si je fais un CTRL-Z, elle est stoppée. Elle n'est pas tuée, elle est juste mise en veille. Donc elle ne s'exécute plus, mais elle est toujours présente, toujours prête à reprendre de l'activité. Sur cette commande stopper, si j'utilise la commande FG,
soit FG avec un numéro de job derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pause. Eh bien cette commande, FG, qui est stoppée, puisque je viens de la stopper, donc je peux faire un FG pour la ramener FG foreground avant-plan. Je la ramène en avant-plan. Si maintenant, sur cette commande, c'est pas FG que je tape, enfin cette commande sur laquelle je viens de faire un CTRL Z, tout de suite après, je fais un BG. Soit un BG avec son numéro de job. Qu'est-ce qui se passe? Pause. BG, background, cette commande est ramenée à la vie, donc actif, elle devient active, elle n'est pas dans la zone passive, elle est dans la zone, elle fonctionne, elle tourne, elle est active en arrière-plan, donc elle va continuer sa petite vie en arrière-plan, toute seule, jusqu'à ce qu'on interagisse à nouveau avec elle. Maintenant, imaginons que notre commande, CMD, je la lance mais en mettant un « et » derrière. Donc je la lance, CMD, espace « et ». Qu'est-ce qui lui arrive? Pause. Elle arrive active, pas stoppée, elle arrive active en arrière-plan. Donc elle va vivre sa petite vie de commande toute seule dans son coin. Si maintenant je fais un scanf, alors scanf, au moment où vous allez regarder cette vidéo, en principe scanf, ça doit vous parler, puisque vous avez fait du langage C, on lit quelque chose au clavier, d'accord? Donc cette commande, elle est active en arrière-plan, et elle tente une lecture de quelque chose au clavier. Qu'est-ce qui se passe? Pause. Elle tente d'accéder au clavier, elle ne possède pas le clavier. Elle est en arrière-plan, le clavier se trouve être donné, attaché à un processus, uniquement au processus qui se trouve en avant-plan. C'est-à-dire, à ce stade, c'est le shell. Et non pas la commande elle-même, la commande CMD. Donc, elle tente de lire au clavier, pof, automatiquement, elle se retrouve stoppée, elle est toujours en arrière-plan, mais stoppée, elle n'a plus d'activité. Si maintenant, sur cette commande que je viens de lancer en arrière-plan, donc j'ai toujours la main sur mon terminal, sur mon shell, je tape FG. Qu'est-ce qui lui arrive à cette commande? Pause. FG, foreground, avant-plan, eh bien on amène même, parce qu'elle n'a jamais été en avant-plan. Donc on va l'amener en avant-plan, elle va devenir l'application active de premier plan, donc elle tourne, elle continue à tourner, et elle est en avant-plan. Un petit peu comme si j'avais lancé la commande juste CMD, sans le « et ». Si maintenant, commande toujours active en arrière-plan, je fais un kill-9% et son numéro de job. Qu'est-ce qui lui arrive à cette commande? Pause. Eh bien, on tue la commande. Elle arrête de fonctionner. Elle passe pas en état stop, elle n'existe plus. La commande. Le processus n'existe plus. Si maintenant, commande en arrière-plan, je fais active, je fais un CTRL C. Qu'est-ce qui arrive à cette commande? Pause. Aucune action. CTRL C n'a d'action que sur un processus qui se trouve en avant-plan. Donc si je fais un CTRL C, en fait, c'est pas à cette commande que j'envoie le CTRL C, c'est au shell. Et le shell va refuser le CTRL C. C'est ça son comportement par défaut, parce que sinon, on pourrait pas utiliser CTRL C, on ferait mourir notre shell à chaque fois. Mais en tout cas, ça n'a aucune action sur le processus qui se trouve en arrière-plan, puisque le CTRL C, il faut que le processus soit en avant-plan pour qu'on agisse, qu'on le tue avec un CTRL C. Si maintenant je fais un CTRL Z en ayant ce processus actif en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Pause. Même chose, on vient de dire, CTRL C, c'est une action au clavier, le processus qui est en arrière-plan n'a pas accès au clavier, donc ne reçoit absolument rien, ne reçoit pas de CTRL C. CTRL Z, c'est pareil, c'est une action au clavier, le processus n'a pas accès au clavier,
il n'y a aucune action. Voilà. Donc c'est même résultat. Bien, alors on a vu que on est arrivé avec des commandes, enfin avec différentes actions, on est arrivé soit en haut dans la partie verte, ça tourne en avant-plan, soit en bas dans la partie bleue, ça tourne, c'est actif mais en arrière-plan, soit dans la partie rouge, c'est-à-dire c'est stoppé, c'est inactif en arrière-plan, soit c'est tué, et pourtant pour l'instant le orange, on n'a pas abouti dans la partie orange, c'est-à-dire inactif en avant-plan. Quelle action, d'après vous, permet d'aboutir à cette partie-là, qui pour l'instant, on n'est jamais arrivé dans cet état-là? Je vous laisse réfléchir quelques instants. État impossible. On peut pas être en avant-plan inactif. Si on est en avant-plan, l'application qui est en avant-plan, le processus qui est en avant-plan, pardon, est forcément actif. S'il est inactif, il est obligatoirement en arrière-plan. Donc c'est un état qui est impossible. Voilà maintenant un petit résumé synthétique. Donc il y a la case orange que j'ai supprimée parce qu'elle est impossible. Voilà une synthèse des différentes actions et des différents endroits où on se retrouve en fonction de l'action, de la frappe au clavier ou de l'action, de la commande qu'on tape dans notre terminal. C'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve prochainement pour la suite d'un nouveau CM.